Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique ensemble le manuel de survie des plantes. On pense bien les connaître, ces organismes qui nous entourent, mais en réalité, pas tant que ça. Et je crois qu'après cette petite analyse, notre regard sur le monde végétal ne sera plus jamais le même. Alors voilà la question centrale en fait. Comment on fait pour manger, boire, respirer quand on est coincé au même endroit toute sa vie? C'est le défi de base de n'importe quelle plante sur Terre. Pas de déplacement possible pour aller chercher à manger ou à boire. Alors c'est quoi l'astuce? Eh bien, cette immobilité, ça les a tout simplement obligées à devenir des génies, des maîtres en ingénierie, en chimie. Tout ce dont elles ont besoin, elles doivent le trouver là, juste autour d'elles, dans leur environnement immédiat. Et c'est une prouesse, vraiment. Bon, alors de quoi parle-t-on concrètement? La liste de courses est assez simple en apparence. Il leur faut de l'eau, des minéraux, genre azote, phosphore, potassium, qu'elles trouvent dans le sol. Et puis de la lumière du soleil et du dioxyde de carbone, le CO2 qu'elles prennent dans l'air. Ça a l'air simple comme ça, non? Mais la manière de rassembler tout ça, c'est là que ça devient fascinant. Allez, on commence par le début, ce qui se passe sous nos pieds. Ok, donc sous terre. Le sol, c'est un peu un supermarché de ressources. Mais y avoir accès, c'est une autre histoire. On pense tout de suite aux racines, bien sûr. Mais souvent, elles ne suffisent pas. Alors les plantes, elles ont trouvé des alliés. Des alliés assez incroyables. Et l'allié numéro 1, le voilà, la mycorhize. C'est un nom un peu barbare, mais l'idée est géniale. C'est une symbiose, une collaboration entre les racines de la plante et un champignon du sol. En gros, le champignon sert d'extension en racines pour aller chercher plus loin, et en échange, la plante le paie en sucre de l'énergie que le champignon, lui, ne sait pas fabriquer. C'est un deal parfait, gagnant-gagnant. La différence est juste spectaculaire. D'un côté, on a les racines seules. Elles explorent une toute petite zone. Et de l'autre, les racines avec leurs partenaires champignons. Ce réseau de filaments microscopiques, c'est comme un immense Internet souterrain. Ça démultiplie la surface d'exploration, ça permet de fouiller le sol bien plus loin pour trouver de l'eau et surtout des minéraux clés comme le phosphore, qui est souvent difficile à capter. Alors, une fois que l'eau et les minéraux sont à portée des racines, on pourrait se dire, bon, ça rentre tout seul. Mais non, pas du tout. Ça ne s'écoule pas passivement comme ça. En fait, la plante doit activement les aspirer. Elle dépense de l'énergie pour faire le tri et pour tirer à l'intérieur les ions dont elle a besoin, même quand il en a très peu dehors. C'est un vrai travail. Et ce mécanisme est super bien illustré ici. Il faut imaginer qu'à la surface des cellules des racines, il y a des sortes de pompes, de portes. L'analogie du videur de boîte de nuit est parfaite. Ces protéines, elles sont ultra sélectives. Elles ne laissent entrer que les bons ions, les VIP en quelque sorte. Et pour les faire entrer, surtout quand il faut forcer le passage, elles utilisent de l'énergie. C'est ça le transport actif. Un vrai travail de force à l'échelle microscopique. Bon, l'eau et les minéraux sont dans les racines. Mission accomplie en bas. Mais maintenant, il faut tout faire monter, et pas juste d'un étage, parfois c'est 10, 20, 100 mètres de haut, jusqu'aux feuilles tout en haut de l'arbre. Comment on fait ça sans pompe, sans cœur? C'est un défi d'ingénierie absolument colossal. C'est vraiment la question qui a turlupiné les scientifiques pendant des siècles. Comment un arbre fait monter toute cette eau sans aucune pompe mécanique? La solution, en fait, est un pur chef-d'œuvre de physique. C'est passif, élégant et juste génial. Alors voilà le secret, en 3 étapes. Tout part d'en haut, pas d'en bas. Premièrement, au niveau des feuilles, l'eau s'évapore. C'est la transpiration. Ça crée une sorte de succion, une force d'aspiration super puissante. Deuxièmement, les molécules d'eau, elles adorent se coller les unes aux autres. C'est la cohésion. Elles forment une chaîne solide, ininterrompue. Et troisièmement, quand l'eau s'évapore en haut, ça tire sur toute la chaîne. Et hop, toute la colonne d'eau monte, aspirée à travers des tuyaux microscopiques qu'on appelle le xylème. Et cette plomberie végétale, elle est d'une efficacité redoutable. Regardez ce chiffre, 16 fois. Une toute petite augmentation du diamètre d'un de ces tuyaux a un effet énorme sur le débit. Si on double le rayon, la quantité d'eau qui peut passer est multipliée par 16. C'est une optimisation physique parfaite pour un transport d'eau massif avec un minimum d'effort. Ok, l'eau est arrivée à destination, on est maintenant dans les feuilles. Et les feuilles, ce sont ni plus ni moins que des usines miniatures alimentées à l'énergie solaire. C'est là que la vraie magie commence. Cette magie, elle a un nom, la photosynthèse. On en a tous entendu parler, mais c'est bon de se le rappeler. C'est le processus qui fait tourner la planète. La plante prend l'eau venue des racines, le CO2 de l'air, elle utilise l'énergie du soleil, et avec ça, elle fabrique du sucre. C'est son repas, son carburant. Et au passage, elle relâche de l'oxygène. Pas mal, non? Donc on a l'eau, on a le soleil. Il manque le troisième ingrédient, le CO2 de l'air. Petit problème, la feuille est recouverte d'une sorte de cire protectrice qui est complètement imperméable. Alors, comment faire rentrer ce fameux CO2? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, au dilemme fondamental de la vie d'une plante. C'est un équilibre permanent
un choix cornélien entre manger et ne pas mourir de soif. Pour faire entrer le CO2, la feuille a des milliers de petites bouches microscopiques, les stomates. Le dilemme, il est là. Quand les stomates sont ouverts, c'est super, le CO2 peut entrer. Le gros problème, c'est que l'eau, elle, en profite pour s'échapper. Et si les stomates sont fermés, c'est génial, la plante garde son eau, mais elle ne peut plus respirer le CO2, donc elle meurt de faim. C'est un numéro d'équilibriste constant. Du coup, la question qui tue, surtout dans un endroit chaud et sec, c'est comment on fait pour avoir son CO2 sans perdre toute son eau? Pour les plantes du désert, c'est la question de vie ou de mort. Et l'évolution, comme souvent, a trouvé une parade absolument géniale. La solution? Travailler de nuit. C'est ce que font les plantes comme les cactus ou cette agave. On les appelle les plantes CAM. Elles ont complètement inversé leur rythme. La nuit, quand il fait plus frais et plus humide, elles ouvrent leurs stomates pour absorber un maximum de CO2. Elles le stockent. Et la journée, quand le soleil tape, elles ferment tout pour ne pas perdre une goutte d'eau et elles utilisent la lumière du soleil pour cuisiner tranquillement le CO2 qu'elles ont mis de côté. C'est juste brillant. Ce qui est fou, c'est que toute cette mécanique interne ultra sophistiquée, de la racine à la feuille, ça ne se passe pas en circuit fermé. Chaque plante est en fait connectée à un système bien plus grand, à l'échelle de la planète entière. Prenez par exemple le cycle de l'azote. Les plantes ont absolument besoin d'azote pour construire leurs protéines, leur ADN, bref, pour vivre. Elles vont donc le puiser dans le sol sous une forme minérale, et en l'intégrant dans leur tissu, elles le transforment en azote organique. C'est cet azote-là qui devient disponible pour toute la chaîne alimentaire. Les plantes, ce sont vraiment le pont, le lien essentiel entre le monde non vivant, les minéraux, et tout le reste du monde vivant. Donc si on résume, on est loin, très loin de l'image de l'organisme passif et décoratif. Les plantes sont de véritables ingénieurs, silencieuses mais incroyablement sophistiquées. Elles gèrent des réseaux d'approvisionnement complexes, elles défient la gravité, elles font des calculs de risque permanents pour optimiser leur survie. C'est fascinant. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Pensez-y. L'énergie solaire, le transport de fluides sans énergie, la chimie durable. Les plantes ont maîtrisé tout ça il y a des millions d'années. Alors qu'on cherche des solutions pour notre avenir, la prochaine grande découverte. Et si elle se trouvait tout simplement là, sous nos yeux, dans le génie d'une simple plante?